de mémoire. Vous remercie d'être venu aussi nombreux, c'est très bien, pour effectivement écouter Isis Labo-Caberia qui nous parlera de son roman La prophétie des sœurs serpents, paru en 2022 aux éditions Slalom. C'est un bel ouvrage que je vous recommande. Peut-être que certains d'entre vous ont porté leur exemplaire pour les dédicaces après la conférence. Alors, il s'agit de son premier roman fiction, historique et afrofuturiste, pourrait-on dire. Il y en aura d'autres. Elle prépare actuellement un essai historique aux éditions Grasset, qui va bientôt être disponible. Ah ouais? Mais qui est Isis Labo-Caberia? Alors, c'est une jeune Martiniquaise au parcours exceptionnel, caribéenne, guyanaise, aux origines plurielles, de même que ses activités intellectuelles multiples. Vous allez voir ça. C'est une jeune femme engagée dans ses études, dans ses recherches. Elle est écrivaine et chercheuse indépendante, mais aussi diplômée du Master de Sciences Po Paris en 2016. Elle est aussi spécialisée en histoire et en sciences sociales à Columbia University à New York en 2012, ainsi qu'à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en 2020. Ses travaux de recherche portent sur l'histoire de la Caraïbe du point de vue décolonial, sur la sociologie des sociétés caribéennes, sur l'Afrique et ses diasporas dans un prisme plus large, un prisme transatlantique. Elle se préoccupe aussi de diffuser cette histoire, différente du récit national auquel on est habitué, sous plusieurs formes et accessible au plus grand nombre. C'est ainsi qu'en parcourant son ouvrage, vous allez voir, très didactique, avec beaucoup de références scientifiques, on est surpris du nombre de bas de page, de notes de bas de page. Ça prouve qu'elle a le souci d'accompagner le lecteur et en même temps de le former. Elle travaille donc sur l'histoire de l'esclavage, sur la résistance féminine à l'esclavage et au colonialisme dans la Caraïbe. Le fait de recueillir l'histoire des résistances féminines représente pour elle la construction de véritables matriarchives ou matrimoine archivistique. Elle fait partie de ces jeunes historiennes qui, effectivement, sont soucieuses de collecter le rôle des femmes dans tous les événements historiques qu'a connus nos pays, mais qui n'ont pas tous été bien mis en valeur. Elle s'intéresse aussi au monde autochtone kaninago précolonial et elle se passionne pour les spiritualités et cosmovision caribéenne et autochtone, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la lecture du roman. Chaque culture, effectivement, possède sa propre cosmovision qui englobe les croyances, les connaissances, les valeurs, les superstitions, les pratiques et forme la vision du monde et l'identité culturelle. Ce sont donc ces notions qu'elle va transmettre, enrichies de connaissances historiques à travers les personnages de son roman. On peut être surpris effectivement du nombre de notes de bas de page qui accompagnent le lecteur dans un souci de le renseigner. Il y a même un dossier historique très riche à la fin de l'ouvrage, félicitations. Et bien que pour le dossier historique à la fin de l'ouvrage, il y a une mise à jour spontanée. Peut-être qu'on devrait le lire avant de lire le roman. Qu'en penses-tu? Pas forcément, d'accord, mais j'ai apprécié beaucoup. Bon. Elle s'intéresse aussi à l'art, notamment aux afrofuturismes, au réalisme magique et aux thématiques originales qui le composent. Plusieurs de ces articles, d'ailleurs, ont été publiés dans des revues spécialisées de théorie sociale et d'art contemporain. Elle s'intéresse aussi à l'écologie décoloniale et à la spiritualité en lien avec l'environnement et la lutte d'émancipation. Cette écologie, chez Okalinago, qui devrait nous inspirer aujourd'hui pour relever les défis environnementaux qui, effectivement, nous affectent. Je vous l'avais dit, c'est une jeune Martiniquaise engagée au parcours exceptionnel. Dans son roman La prophétie des sœurs serpents, Isis met en scène les destins parallèles de 3 personnages féminins qui appartiennent au passé, avec celui d'une 4e qui vit au XXIe siècle. Des personnages dont les racines appartiennent au peuple qui ont construit notre société, les Kaninago avec le personnage Nomun, les Africains de l'Ouest avec Founi Malayo, les Blancs de France, esclavagistes au statut d'engagé, avec Rosen. Rosen, c'est une jeune Bretonne accusée de sorcellerie qui débarque en Martinique comme engagée. Privilégiée dans ce statut colonial, elle fait partie des Petits Blancs et par la suite, elle va se retrouver à partager des intérêts communs avec les esclavisés maltraités. À l'époque, effectivement, il y avait des alliances dès le début de la colonisation. Ça a changé après, malheureusement. Et puis, la 4e héroïne,
La quatrième héroïne, Ça a changé rapidement. ça a changé rapidement, mais ça a existé. Donc la quatrième héroïne, et pas des moindres, s'appelle Neila, martiniquaise née en France au XXIe siècle, qui rentre en Martinique pour passer ses vacances chez sa grand-mère et qui va découvrir son histoire à travers cette aventure fantastique, parce qu'elle est fantastique. Elle sera confrontée à sa situation postcoloniale de l'île, elle va découvrir le scandale du chlordécone, elle va découvrir la réalité du pays, c'est le choc. Par un phénomène de magie ancestrale, Neila sera aspirée au XVIIe siècle et va rencontrer les trois autres héroïnes pour obéir à une prophétie Kaninago. Et c'est là, effectivement, que les choses deviennent passionnantes. Le lecteur, à ce moment-là, voyage dans un monde imaginaire, mais basé sur nos références culturels, historiques, symboliques et spirituels caribéens. Le tout dans un réalisme magique dans notre société, avec des inclusions Kaninago, Yoruba, toujours ce souci de l'auteur ou de l'écrivaine, de faire participer effectivement au lecteur ses passions. Tous les quatre se retrouvent réunis par cette prophétie afin d'accomplir cette quête identitaire, s'opposer à l'oppression et changer le cours de l'histoire. Je vais m'arrêter là et confier à Isis le soin d'approfondir ce voyage fantastique. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous, surtout à toutes, puisqu'il y a une écrasante majorité de femmes ce soir. Merci beaucoup de vous être déplacés en nombre. Encore désolé pour les désagréments en début d'événement, mais je suis contente que tout le monde ait pu entrer. Merci aux archives pour cette belle invitation. Merci surtout au comité Devoir de mémoire pour cette belle invitation et cette belle présentation. Merci Christian. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence. C'est une présentation qui va durer à peu près 1 heure. Et ensuite, on va laisser la place à vos éventuelles questions. Et pour finir, petit moment de dédicace pour les personnes qui ont amené leur exemplaire. Alors, donc ma présentation va être structurée en 3 parties. Dans la première, on va parler en fait de la genèse du roman et de ses inspirations historiographiques. Ensuite, dans la deuxième partie, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour explorer les 4 personnages et les 4 perspectives distinctes qu'elle nous offre sur l'histoire de la Caraïbe. Et enfin, nous allons parler des thématiques philosophiques transversales au roman, à savoir l'écoféminisme et le caribéano-futurisme. Donc, premièrement, la genèse et les inspirations historiographiques du roman, puisque, comme l'a rappelé Christian, donc je viens du monde de la recherche en histoire et en sciences sociales. Et donc c'est un roman qui est très documenté, puisqu'il est appuyé sur les recherches et les lectures que j'ai menées pendant mon cursus académique. Alors, au départ de ce livre, il y a une frustration personnelle et une question brûlante que je pense on est nombreuses à partager. Comment est-ce qu'une femme caribéenne d'aujourd'hui peut-elle se construire lorsqu'elle hérite d'une histoire peuplée de femmes qui ne parlent pas, ou plutôt de femmes que l'on silencia? Donc, mes études académiques m'ont doté d'un cadre théorique assez vaste, qui m'a aidé à approcher cette question délicate et je ne le savais pas encore, mais qui a fait germer en fait l'idée du roman sur plusieurs années. Donc, dans son livre emblématique Silencing the Past, Power in the Production of History, paru en 1995, l'anthropologue haïtien Michel Rolf Trouillot rappelle la différence fondamentale entre l'histoire, qui est donc le déroulement chronologique de faits objectifs, et l'historiographie, qui consiste en l'enregistrement et en l'ordonnancement de ces faits pour produire un récit cohérent a posteriori. Donc en réalité, nous n'avons accès à l'histoire qu'à travers l'historiographie. Et comme nous l'explique Michel Rolf-Trouillot, cette historiographie, elle est toujours nécessairement le fruit du pouvoir, le reflet du pouvoir politique. Et ce pouvoir, en fait, la marque ultime de ce pouvoir réside en fait dans son invisibilité. C'est-à-dire que l'historiographie va se présenter comme neutre, alors qu'en réalité, elle est le reflet des rapports de pouvoir qui structurent
non seulement l'époque où l'archive a été constituée, mais aussi notre époque où les historiens et les historiennes écrivent l'histoire. Donc, finalement, on peut dire que davantage que l'enregistrement objectif des événements, ce que nous appelons l'histoire n'est autre qu'un processus de production et d'imposition de silence. De sorte que j'aime bien dire que finalement, écrire l'histoire, ça revient tout autant à bâtir la mémoire qu'à curater l'oubli. Donc, comme on le sait, pendant longtemps, le traitement historiographique de l'esclavage a été celui d'une histoire par en haut, donc du point de vue des colons. Le sujet était exclusivement abordé à travers l'étude du commerce triangulaire, de l'économie sucrière, donc sous l'angle en fait d'une histoire économique, d'une histoire comptable, d'une histoire industrielle, éventuellement d'une histoire maritime, atlantique. Et donc les esclavisés étaient pratiquement absents de cette histoire, si ce n'est en tant que biens marchands, biens meubles, ou comme figurants anonymes et silencieux du grand récit hagiographique de la colonisation européenne. Et cela a changé à partir des années 60 avec l'avènement de ce qu'on a appelé l'histoire sociale, qui s'est en fait intéressée aux groupes sociaux plutôt que toujours les grands faits politiques, les élites, etc. On va commencer à s'intéresser aux groupes sociaux, ouvriers, paysans, etc. Et surtout, dans les années 1970, on a eu un tournant épistémologique majeur qui a été l'émergence du mouvement postcolonial des études subalternes. Alors, les études subalternes, c'est un mouvement qui a été porté par des chercheurs et des chercheuses du Sud global, principalement d'ailleurs d'Inde, d'Asie du Sud. Et ce courant avait pour ambition de reconstituer les expériences et les perspectives décolonisées, puisque la domination politique socio-raciale décolonisée en leur temps, elle continue en fait de se manifester aujourd'hui à travers l'archive, puisque l'archive coloniale les efface, les minimise, les silencie. Donc on parle, vous l'avez compris, des autochtones, des peuples autochtones, des esclavisés, des travailleurs de la terre colonisée, et plus encore, parmi toutes les catégories que j'ai citées, des femmes, puisqu'elles vivent à l'intersection de toutes les violences et de tous les effacements. Donc pour faire émerger les voix des subalternes, les historiens, enfin les chercheurs qui s'inscrivent dans ce courant doivent faire preuve d'une grande créativité épistémologique. C'est-à-dire qu'ils vont aller traquer les subalternes, la voix des subalternes, contre le grain de l'archive coloniale, à rebours des documents administratifs, dans les marges des procès-verbaux, entre les lignes des ratures, dans les non-dits, dans les sous-entendus, dans les omissions. Et je ne sais pas si vous connaissez ce slogan très connu des années 70, qui était donc le slogan du MLF, le Mouvement de Libération des Femmes en France, et qui disait « Plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Donc on pourrait en fait appliquer ce slogan à l'esclavage et dire que plus inconnu que l'esclave inconnu, il y a sa femme avec des guillemets bien sûr. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans l'inconscient collectif, l'esclavisé est longtemps demeuré une figure masculine. Et cette représentation biaisée, l'historiographie traditionnelle y a longtemps contribué, puisqu'elle mettait l'accent sur la faible proportion des femmes parmi les déportés, qui étaient donc de l'ordre de 30% en moyenne, donc 30% de femmes, 70% d'hommes, dans les bateaux négriers à l'apogée de la traite au second XVIIIe siècle. Mais j'ai des chiffres qui sont pour moi, qui dressent un autre portrait de cette histoire. C'est qu'entre 1492 et 1820, 4 femmes sur 5 qui débarquèrent au Nouveau Monde étaient des femmes africaines. Et au tournant du XIXe siècle, la main-d'œuvre agricole d'une plantation typique des Antilles était en moyenne composée aux 2/3 de femmes. Donc on voit bien finalement que cette sous-estimation numérique du nombre de femmes parmi les populations serviles, elle a permis pendant très longtemps de nier la pertinence d'une analyse genrée de l'esclavage. Et donc ce faisant, on a en fait minimisé la spécificité de la condition des femmes esclavisées. Cette spécificité, elle s'exprimait non seulement dans la manière dont les femmes esclavisées subissaient la domination, mais aussi et surtout dans la manière dont elles y résistaient. C'est ça qui m'intéresse particulièrement dans le livre, dans la prophétie des Sœurs Serpents. Alors,
Petit aparté sur un livre qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé, qui est un petit peu le résumé, je pense, de ma démarche en tant qu'historienne et en tant aussi qu'autrice de fiction historique. C'est donc un texte emblématique des études subalternes, celui de la chercheuse indienne Gayatri Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler, paru en 1988. Donc, dans ce livre, en fait, Spivak raconte l'histoire saisissante d'une jeune fille indienne qu'on a retrouvée suicidée dans sa chambre chez elle en 1926 à Delhi en Inde. Donc l'affaire a été classée assez rapidement par les autorités coloniales comme étant un suicide rituel d'honneur, ce qu'ils appelaient la pratique de la sati. Et on a supposé que la jeune fille avait sûrement eu une relation hors mariage, qu'elle était tombée enceinte, et voilà, elle s'était tuée par honte. Et ce récit a été repris par la presse indienne, et pendant des années, on n'a plus reparlé de l'affaire. Sauf que Gayatri Spivak mène ses recherches, et elle découvre que cette jeune fille avait laissé une lettre dans laquelle elle expliquait les vrais motifs de son geste. Et en fait, c'était des motifs politiques. C'est-à-dire que cette jeune fille était une militante qui appartenait à un groupe de lutte armée anticolonialiste, donc d'Indiens qui luttaient contre la colonisation britannique. Et elle avait reçu une mission, je crois, de poser une bombe quelque part, et elle avait échoué. Et donc, sa honte n'était pas liée à une histoire d'amour hors mariage, sa honte était liée au fait qu'elle n'avait pas pu mener à terme sa mission politique. En plus de cette lettre, elle avait pris soin de se suicider pendant qu'elle avait ses règles. Donc elle avait anticipé en fait qu'on allait tenter d'imposer ce narratif sur son geste. Donc elle avait anticipé ça en ayant ses règles en fait, pour bien prouver qu'elle n'était pas enceinte. Et toutes ces précautions n'ont servi à rien, puisque malgré tout, le narratif de son geste lui a été dérobé, confisqué par le narratif colonial et le narratif patriarcal. Voilà, donc en fait c'est vraiment forte de toutes ces réflexions historiographiques, épistémologiques, que j'ai voulu à mon tour m'atteler à cette tâche très ambitieuse de réhabiliter les femmes colonisées et esclavisées de la Caraïbe, et plus spécifiquement des Antilles françaises, en tant qu'agentes historiques. Ma question c'était, finalement, que raconteraient ces femmes si elles pouvaient s'affranchir du sempiternel statut d'objet passif du récit de leurs oppresseurs pour devenir des sujets de leur propre récit? Que diraient-elles si elles pouvaient se raconter elles-mêmes à la première personne? Alors, à ce stade, vous vous dites sûrement, mais en fait, elle aurait dû écrire une thèse, parce que c'est quand même... Oula, c'est quand même un peu technique tout ça. Mais là, je pense que la raison pour laquelle finalement ce livre est devenu une fiction, a fortiori une fiction young adulte, donc accessible à un public adolescent et adulte, même si on sait bien que, en pratique, les personnes que je vois venir dans les dédicaces, ce sont des adultes qui ensuite offrent le livre à leur petite nièce, ou voilà. Mais je l'ai écrit de manière à ce qu'il soit accessible en fait à plusieurs tranches d'âge. C'est important pour moi. Donc, petite historique de la genèse du roman. Le catalyseur, en fait, ça a été ma lecture d'un document d'archives fascinant qui date de 1665, que vous voyez ici, à droite, et qui est le dictionnaire caraïbe français du révérend père Raymond Breton. Donc, le révérend Raymond Breton, c'était un moine français, missionnaire de l'ordre des Dominicains, qui a vécu une dizaine d'années auprès des Kalinago de la Guadeloupe et de la Dominique. Et il en a tiré une compilation de 400 pages de lexique et d'observations ethnologiques, qui bien sûr sont imbibées de quelques biais racistes et colonialistes, mais néanmoins qui demeurent vraiment très intéressantes parce qu'on sent qu'il a vraiment compilé ça avec passion en fait. C'est un document assez ambigu, mais qui du coup est aujourd'hui utilisé, considéré comme l'une des rares sources fiables sur le monde kalinago précolonial. Donc dans ce dictionnaire, j'ai été frappée par une entrée en particulier, qui est l'entrée Boyer, B-O-Y-E. Donc le Boyer, c'était une sorte de chaman, de guérisseur dans la culture kalinago. Et en fait, Breton, dans cette entrée, il rapporte une scène troublante et très drôle aussi, je trouve, très comique. Donc il dit en fait qu'il a rencontré une femme Boyer, donc double sacrilège pour lui, femme et Boyer. Et cette femme, en le voyant, s'est mise à pleurer, crier et enrager, je le cite, en l'apercevant. Donc
Terrifié, Raymond Breton s'enfuit, il prend ses jambes à son cou, mais il prend quand même le temps de consigner les paroles de cette femme. Donc je les lis ici. Tiken, tiken, klakua, homein, nubara, tuaria, shimepui, la noiri. Ce que depuis, les sauvages me répétaient souvent, imitant sa furie, quoiqu'en riant. Ces paroles veulent dire « Vite, vite, qu'on me le lie, crainte qu'il ne m'échappe, que je le mange, tête, épaules, pieds, sa fiente même, que je le broie, que je le réduise en bouillie et que je l'avale. » Voilà, vaste programme. Donc là, en lisant ça, comme vous pouvez vous en douter, je suis partagée entre hilarité, fascination et surtout frustration de ne pouvoir jamais connaître le point de vue de cette femme sur cette altercation. Et du coup, c'est là que mon imagination se met à vagabonder. On est pendant le premier confinement du Covid, en 2020. Au lieu de travailler sur mon mémoire de recherche, je suis là à vagabonder en imagination. Et là, je me dis, mais et si cette femme avait en fait reçu une vision? Et si elle avait reçu un avertissement du monde invisible qui la prévenait d'une tragédie imminente, qui était en fait le massacre, l'exil, la perte des terres ancestrales, la perte de la langue, la perte des rites. Et si elle avait été la seule à entrevoir que cet étranger, qui était accueilli avec générosité par sa communauté, cet étranger était en fait le héros de leur annihilation. Voilà, donc je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais le personnage de Nonum, qui est donc la protagoniste Kalinago de mon roman, venait de naître. Bientôt, j'allais découvrir en fait que cette méthodologie singulière d'écriture du passé, donc entre archives documentées, imaginaire assumé et même mysticisme, en fait, cette manière d'écrire, elle est très commune dans la littérature afro-diasporique du XXe siècle. Donc il y a tout d'abord, bien sûr, l'historienne afro-états-unienne Saidiya Hartman, que je vous ai mise ici, qui parle, pour décrire sa méthode historiographique, elle parle de fabulation critique. C'est-à-dire qu'elle mobilise à la fois des archives, mais aussi de l'écriture poétique, de l'histoire intime, de l'imagination créative. Et en fait, en faisant tout ça, elle exhume les vies et les voix oubliées des femmes noires rebelles de l'histoire états-unienne. Donc elle dit pendant des décennies, j'ai été obsédée par les figures anonymes, et une grande part de mon travail intellectuel fut dévouée à reconstruire l'expérience de celles que l'on ne connaît pas, et à sauver les vies mineures de l'oubli. C'était ma manière de corriger la violence historique, de rédiger une lettre d'amour à toutes celles qui avaient été lésées, et, sans que j'en sois pleinement consciente, de prendre la mesure de l'inévitable disparition qui m'attendait à mon tour. Donc Saidiya Hartman, c'est vraiment... quand j'essaie d'expliquer ma démarche, en fait, mes travaux, je dis que je veux faire du Saidiya Hartman dans le monde francophone, dans le monde caribéen. Parce qu'elle a vraiment renouvelé en fait l'historiographie en introduisant le jeu aussi, en introduisant une écriture féminine et féministe, une écriture qui vient finalement interroger les normes qui prévalent dans le monde académique traditionnel, avec cette idée qu'un chercheur, pour faire de la recherche légitime, il doit être distancié de son objet d'étude, il doit être purement objectif, ce mot d'objectif, il n'est pas neutre en réalité. Donc voilà, elle arrive à montrer qu'on peut faire de la recherche historique extrêmement rigoureuse, mais aussi insuffler quelque chose de plus là-dedans, parce que quand on est une historienne noire, qu'on soit états-unienne ou caribéenne, les figures qu'on croise dans les archives, ce ne sont pas juste des données historiques, en fait, ce sont des ancêtres. Donc il y a une dimension de dévotion, de vénération, on ne peut pas juste appréhender ce travail sous un angle exclusivement scientifique. Voilà, donc d'autres exemples de cette manière d'écrire entre archives et imaginaire. Il y a le poète martiniquais Édouard Glissant, qui lui parlait beaucoup d'intuition poétique et qui avait cette très belle citation « Le paysage antillais est son propre monument ». Donc ça, j'aime beaucoup cette citation, ça me rappelle vraiment mon propre processus d'écriture de ce roman, puisque j'allais souvent sous un arbre, un grand arbre à Cœur-Bouliki, je crois que c'est un figuier. Et j'aimais beaucoup l'idée de me dire que finalement ces mémoires de ces femmes esclavisées et autochtones qui n'ont pas été consignées dans les livres d'histoire, qui ne sont pas dans les musées, et bien peut-être qu'elles ont été confiées aux racines des fromagers et des figuiers. Voilà, un autre exemple de ça, c'est Zora Neale Hurston, que vous connaissez peut-être, qui est une écrivaine et anthropologue afro-états-unienne,
qui a, dans les années 1920-1930, publié toute une série de romans et d'articles qui ont été vraiment révolutionnaires dans la documentation de la culture et de l'expérience sociale des Afro-États-Uniens. Et elle se revendiquait quant à elle, je cite, d'une imagination autorisée et privilégiée. Voilà, on peut aussi citer Maryse Condé, bien sûr, Toni Morrison, qui toutes les deux mêlaient dans leurs romans des faits historiques documentés et les chuchotis de figures spectrales ancestrales. Voilà, donc tous ces auteurs avaient compris qu'il est d'une utilité limitée que de chercher à pallier la confiscation coloniale de la mémoire en tentant de faire parler une archive qui avait été précisément conçue pour silencier ces mémoires. Donc parfois, même les méthodes épistémologiques les plus créatives, celles des études subalternes notamment, ne suffisent pas à combler les lacunes des archives. Et donc parfois, il faut savoir outrepasser l'archive et aller à une source plus profonde pour l'intuiter, c'est-à-dire pour se connecter à ces mémoires par des canaux alternatifs. Et donc en faisant cela, tous les auteurs que j'ai cités à l'instant ont fait œuvre de décolonisation épistémologique, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de dépasser la conception occidentale de l'histoire, qui est une conception, je l'ai dit, purement factuelle, rationnelle, logocentriste, qui repose sur le culte de l'écrit. Et donc ils ont tenté à la place de réhabiliter des modes de savoir non occidentaux, c'est-à-dire des modes de savoir collectifs, des mémoires vivantes, issus des traditions orales, des gestes héréditaires, issus des matriarchies, des pratiques culturelles, du paysage naturel et bien sûr des traditions mystiques. Alors, à présent, je vous propose d'entrer vraiment au cœur du roman et je vais vous présenter donc les 4 protagonistes qui constituent en fait tout autant de fenêtres distinctes sur l'histoire de la Caraïbe. Alors, la première protagoniste s'appelle Nonoum. Donc c'est une jeune fille qui vit en 1658 dans le village Kalinago de Tukari, qui se situe sur la côte nord-atlantique de Iwanakaela, donc le nom autochtone de la Martinique. Et donc au début du récit, elle est choisie pour devenir la disciple du boyer de son village, donc le boyer, le chaman, le guérisseur. Donc elle est amenée à elle-même devenir la future chamane et guérisseuse parce qu'elle a ses pouvoirs mystiques. Et Nonoum va assister à l'invasion coloniale française et à la fin de son monde tel qu'elle l'a toujours connu. Elle va donc devoir grandir de manière accélérée et combattre ce péril en mobilisant son peuple et surtout en mobilisant ses propres pouvoirs mystiques. Donc Nonoum, c'est vraiment le personnage dont je suis le plus fière en fait. Je les aime toutes les 4, mais celle-ci, j'en suis particulièrement fière parce qu'elle m'a demandé un travail monumental. Et en fait, à travers elle, j'ai voulu reconstituer une civilisation quasi disparue. Donc reconstituer une langue, reconstituer une organisation sociale, reconstituer une spiritualité, une cosmovision. Et ça s'est révélé une tâche titanesque, passionnante, mais complexe et surtout périlleuse. Et j'ai tenté d'aborder tout ça avec beaucoup de rigueur en fait. Donc la difficulté principale, comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, c'est que la majorité des sources disponibles sur les Kalinago, le monde précolonial Kalinago, nous a été transmise non pas par les concernés eux-mêmes, mais par les explorateurs, entre guillemets, européens du XVIIe siècle. L'exemple le plus connu, c'est le fameux dictionnaire du père Raymond Breton, dont j'ai parlé précédemment. Donc la majorité des éléments linguistiques et anthropologiques que je fais figurer dans le roman sont tirés de ce dictionnaire. C'est aussi le cas de certaines anecdotes humoristiques du récit, je ne vais pas trop vous spoiler, mais par exemple la façon dont les Kalinago se moquaient des colons, en les comparant à des tortues à cause de leurs vêtements très couvrants, ou encore le fait que les Kalinago faisaient souvent semblant d'accepter le baptême chrétien dans le seul et unique but d'obtenir des cadeaux de baptême de la part des ecclésiastiques. Voilà, donc ça c'est des anecdotes réelles qui sont tirées de ce dictionnaire que le père Raymond Breton a vécu lui-même. Mais bien entendu, je ne pouvais pas m'en arrêter là, parce que ce serait quand même criminel de ne m'appuyer que sur le récit colonial pour parler de ce peuple. Donc j'ai bien entendu confronté ce dictionnaire aux travaux des anthropologues, des archéologues, des historiens contemporains, mais aussi et surtout à des sources concernées, c'est-à-dire des sources qui émergent aujourd'hui de la part de chercheurs et d'activistes culturels qui sont eux-mêmes descendants des peuples autochtones de la Caraïbe, donc à la fois Taïno et Kalinago.
Voilà, donc des chercheurs qui venaient principalement de Puerto Rico, de la Guyane française, du peuple Kalinia, et aussi de la Dominique. Donc à travers l'histoire de Nonum, j'ai voulu raconter l'histoire de la colonisation du point de vue des peuples autochtones, puisqu'on sait que du point de vue de Christophe Colomb, le point de vue qui nous a été majoritairement raconté, c'était une découverte hasardeuse et une conquête, mais du point de vue des Kalinago, c'était une apocalypse. C'était la fin de leur monde, caractérisée par le génocide quasi complet, quasi achevé de leur peuple, par le vol de leurs terres ancestrales, la destruction de leur langue, de leur spiritualité, de leur savoir, c'est ce qu'on appelle un épistémicide, d'accord, la destruction d'une manière singulière de voir le monde, qui a disparu avec ce peuple. Et j'ai voulu aussi et surtout rendre compte de leur résistance, puisque le roman a pour toile de fond un épisode historique avéré, qui est la grande coalition Kalinago de 1654, qui avait réuni 2000 guerriers des îles de la Martinique, de la Dominique et de la Guadeloupe et de Saint-Vincent, qui ont en fait attaqué le fort Saint-Pierre de la Martinique et qui ont presque remporté la bataille. En fait, ils tenaient vraiment la colonie et ce sont des bateaux néerlandais qui sont arrivés en renfort à la dernière minute. Donc on peut se demander un peu de manière uchronique qu'est-ce qui se serait passé si ces bateaux n'étaient pas arrivés en renfort et si les Kalinago avaient remporté cette bataille. Voilà, j'ai aussi voulu mettre en lumière les alliances historiques qui ont eu lieu entre Kalinago et entre Africains, notamment à travers le peuple Garifuna, qui est un peuple métis, formé de Kalinago et de Nègres-Marrons, et qui est représenté dans le roman. Donc ce peuple a mené une lutte armée farouche contre les Britanniques à la fin du XVIIIe siècle, avant d'être vaincu et exilé en Amérique centrale, au Guatemala, Belize, Honduras, où leurs descendants vivent encore aujourd'hui et perpétuent encore aujourd'hui la culture Kalinago. Donc souvent, les personnes qui s'intéressent à la culture Kalinago vont à la Dominique pour voir le territoire Kalinago. C'est assez triste parce qu'en fait, les Kalinago de la Dominique ont été presque totalement acculturés. Donc là, ils mènent aujourd'hui une lutte pour essayer de reconstituer leur culture, mais la langue a été quasiment perdue, les rites ont été perdus. Par contre, si vous allez au Guatemala, vous allez rencontrer les Garifuna qui, phénotypiquement, sont des personnes noires, afrodescendantes, mais qui parlent la langue Kalinago, qui pratiquent la spiritualité chamanique Kalinago. Donc c'est vraiment très fascinant et je trouve que c'est presque un enseignement philosophique où je me dis, mais ces personnes, leurs ancêtres ont accepté, entre guillemets, de muter en intégrant ces nouveaux venus africains. Et c'est grâce à ça que finalement ils ont pu rester qui ils sont. Donc parfois, pour rester qui on est, il faut accepter de changer, il faut accepter de muter. Je trouve que c'est très métaphysique. Voilà, et puis bien sûr, le roman met en lumière les héritages culturels Kalinago qui persistent aujourd'hui dans nos cultures caribéennes, notamment le Ishali. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Donc, le Ishali, c'était le jardin potager Kalinago dans lequel il y avait donc à la fois le garde-manger, mais aussi une véritable bibliothèque botanique, les plantes spirituelles, les plantes d'intercession, les plantes médicinales, donc c'était aussi une trousse à pharmacie, enfin voilà. Et ce Ishali, c'est l'ancêtre direct du jardin créole de nos grands-mères, en fait, concrètement. Voilà, donc ça c'était pour Nonum. Maintenant on passe au deuxième personnage, qui s'appelle Funmilayo, et qui est donc une jeune fille Yoruba, qui vit en 1658 dans le royaume précolonial d'Oyo, qui correspond aux frontières actuelles du Nigeria-Bénin. Voilà, donc en fait, au début du récit, elle est prêtresse d'Oshun, dans le culte des Orishas, mais peu après le début du récit, elle est kidnappée et elle est déportée comme esclave vers la Martinique, et on va donc suivre le récit de sa résistance, de ses résistances et de son évasion. Donc avec ce personnage, j'ai vraiment voulu déconstruire non seulement le stéréotype tenace selon lequel les Africains étaient des victimes passives dans l'esclavage, mais aussi une autre idée reçue peut-être plus pernicieuse, qui veut que la seule forme de résistance légitime ait été la résistance ouverte, frontale, armée. En fait, ça c'est une conception qui est très masculine de la résistance et qui a donc longtemps abouti à délégitimer les résistances féminines. Les femmes esclavisées, en fait, elles évoluent à l'intersection de plusieurs systèmes de domination, donc de race, de genre, de statut, de classe. Et donc les formes frontales de résistance qui peuplent notre imaginaire politique très testostéroné, eh bien, en pratique, ça leur était assez peu accessible.
Donc, comme vous le savez, elles subissaient une violence sexuelle généralisée, et de manière plus générale, elles étaient exposées en première ligne à la brutalité de l'habitation. C'est-à-dire que là où les hommes pouvaient parfois être affectés à des métiers qualifiés, donc coursiers, palefreniers, menuisiers, etc., ce qu'on appelait en fait les nègres à talent, et ça leur permettait du coup de négocier un peu d'autonomie en termes de temps, en termes de pécule. Les femmes, elles étaient surreprésentées dans les travaux les plus rudes, les travaux des champs, où elles étaient soumises à une surveillance constante. Et de manière générale, en fait, c'est l'ensemble du système esclavagiste qui reposait sur elles, sur leur double travail à la fois productif et reproductif, puisqu'elles donnaient naissance aux prochains esclaves, elles s'occupaient de faire la cuisine, elles devaient soigner les enfants, soigner les malades. Voilà, donc c'était vraiment une double journée de travail. Donc ça leur laissait en fait assez peu de marge de manœuvre pour marronner, faire des complots, prendre les armes. Mais même lorsqu'elles ne marronnaient pas ou ne prenaient pas les armes, les femmes esclavisées se sont toujours engagées dans de foisonnantes résistances de nature culturelle, spirituelle, corporelle, à travers notamment donc, la préservation des danses, des chants, des pratiques spirituelles africaines, la préservation des savoirs botaniques, médicinaux, mais aussi à travers des sabotages, les sabotages des moyens de production sur les habitations, la lenteur volontaire au travail, les vols, les empoisonnements des maîtres, les empoisonnements de bétail, et même les avortements, puisque c'était une manière de refuser d'enfanter un esclave, et dans les cas les plus extrêmes, des suicides. Donc c'est ce que je viens de vous décrire, c'est ce que le politologue anarchiste James Scott appelle l'infrapolitique. Donc l'infrapolitique, ce sont toutes ces formes de résistance qui sont déguisées, qui sont low profile, qui sont non déclarées, et qui, à défaut de renverser la domination, n'ont de cesse de la perturber. Et c'est très important de comprendre qu'on n'est pas dans un schéma binaire, résistance frontale, coutelas, incendier les habitations, versus résistance infrapolitique. En fait, les deux étaient liés, et souvent, les résistances infrapolitiques des femmes esclavisées étaient la condition préalable pour les révoltes et le marronnage. Je vous donne un exemple très concret. Les archives montrent que très souvent, les marrons survivaient grâce aux vivres et aux informations que les femmes restées sur les habitations leur fournissaient à la tombée de la nuit. On a aussi un exemple que je trouve assez fou qui vient des archives de la Jamaïque et qui est celui d'une esclavisée qui s'appelait Mary Ann Reed et qui en 1824 organisait des bals serviles dans sa case. Parfois même des blancs en manque d'adrénaline venaient danser avec les esclaves. Et il ne se doutait absolument pas qu'en fait ces bals étaient une couverture, servaient de couverture à des réunions secrètes qui visaient à fomenter un complot de révolte. Voilà. Voilà, donc pour résumer, je pense qu'en fait nos luttes contemporaines ont beaucoup à apprendre des luttes de ces femmes esclavisées. Parce que pour moi, elles étaient réellement des théoriciennes politiques, des théoriciennes et des expérimentatrices politiques. Donc, troisième personnage, le personnage de Rosen, qui est donc une jeune paysanne bretonne, qui, en 1658, est accusée de sorcellerie parce qu'elle connaît la sagesse des plantes, ce qu'on appelle la sagesse des simples dans les mondes paysans européens, qui ont été aussi détruits par une forme de colonisation intérieure. Et donc elle est contrainte de fuir aux colonies pour échapper à ce procès en sorcellerie, et elle se fait recruter comme travailleuse domestique, comme engagée dans la colonie de Martinique. Et donc elle qui était en fait une paria dans son environnement d'origine, elle se découvre blanche, elle se découvre privilégiée dans un univers colonial qui est structuré par la ligne de couleur. Mais du fait de cette prophétie mystique qui tisse le roman, elle va devenir sœur de lutte avec les trois autres protagonistes, et donc elle va devoir se positionner en fait contre sa caste. À travers ce personnage, en fait, j'ai voulu explorer l'ambiguïté fondamentale de la blanchité comme identité politique, et surtout interroger les conditions de potentielle solidarité de classe qui pourraient exister par-delà la ligne raciale. Donc à l'époque où le roman se situe, les lignes raciales ne sont pas encore totalement consolidées.
puisque les sociétés coloniales naissantes, elles sont encore structurées par des lignes de classe et de statut qui sont héritées de l'Ancien Régime, mais qui ne se confondent pas encore totalement avec la ligne de couleur. Ça va arriver plus tard, à partir du XVIIIe siècle. Du coup, dans ces premiers temps de la colonisation, on avait encore parfois des alliances opportunes entre des petits blancs pauvres et des esclavisés qui pouvaient se retrouver à partager des intérêts politiques communs face à la classe des grands planteurs qui les opprimaient tous les deux économiquement. Donc le roman explore aussi beaucoup l'univers subversif de la piraterie, qui est considéré par certains historiens comme un embryon de société démocratique et qui a donné lieu aussi à des alliances par-delà les lignes raciales. Donc notamment le roman met en scène le personnage historique de Jacotte de la Haye, qui était une pirate métisse de Saint-Domingue, donc née d'une mère esclave et qui voguait sur la mer des Caraïbes à la fin du XVIIe siècle. Voilà, donc au final, avec ce personnage, j'ai voulu répondre à cette question très actuelle qui est qu'est-ce que ça signifie d'être une authentique alliée? Et au-delà des discours de bonne conscience, qu'est-ce que ça implique concrètement en termes de remise en question personnelle, de sacrifice personnel? Donc la dernière des 4 protagonistes, qui est aussi l'héroïne centrale, puisque c'est celle qui se tient à la confluence des 3 autres, c'est Naïla. Donc c'est une adolescente martiniquaise contemporaine qui, dans le présent, est confrontée aux symptômes de la colonialité, aux symptômes contemporains de la colonialité, donc le chlordécone, la présence des statues coloniales dans l'espace public. Enfin, ça, c'était du coup. Le roman commence avant 2020, voilà. Mais elle se finit en 2020. Mais aussi le colorisme, le racisme internalisé, ça c'est sur un plan plus intime, plus psychologique, psychosocial. Le conditionnement, le trauma religieux, la peur des traditions spirituelles afro-diasporiques, leur diabolisation. Voilà, donc Naïla, elle se retrouve propulsée en 1658 pour accomplir donc une prophétie kalinago millénaire et espérer peut-être sauver son époque et elle-même d'une puissante malédiction. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre des trois autres personnages et former une sororité en fait. Donc le roman, je le classe dans afrofuturisme et caribéano-futurisme, on va en parler juste après, et je le classe aussi dans le réalisme mystique. Donc en littérature, on parle souvent de réalisme magique pour décrire ces littératures de la Caraïbe, d'Amérique du Sud, notamment, l'exemple le plus connu, c'est 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez. Donc en fait, ce sont ces histoires où l'inexplicable, le mystique pénètre très subtilement la réalité. Et plutôt que de parler donc de réalisme magique, qui est donc la formule consacrée, je préfère employer cette formule de réalisme mystique parce qu'en parlant de magie, c'est une manière de décrédibiliser en fait ces croyances qui sont, des croyances d'un système de croyances autochtones, afrodescendants, afro-caribéens. On n'est pas dans de la magie, on est dans du mysticisme en fait. Voilà, donc on a du coup des timelines imbriquées dans le roman. Le passé et le présent sont mis en miroir de manière permanente pour montrer non seulement la généalogie des oppressions, mais aussi la généalogie des luttes, la généalogie des manières de résister. Et finalement, le livre, en fait, je l'ai vraiment écrit comme une lettre d'amour pour les jeunes générations qui luttent au présent et qui sont héritières de toute cette histoire de résistance ancestrale. Donc, dernière partie de la présentation, les thématiques philosophiques qui traversent le roman. Donc, on a tout d'abord l'écoféminisme, qui est donc un mouvement philosophique et militant qui a été formulé principalement par des penseuses et des activistes d'Amérique du Sud à partir des années 60 et 70, et qui met en lumière cette imbrication historique qui existe entre patriarcat, domination raciale et exploitation des ressources naturelles du Sud global. Et en fait, ce mouvement, il nous dit qu'on ne peut pas prétendre parler d'écologie si on ne relie pas cette lutte écologiste aux luttes anticoloniales et féministes du Sud global et vice-versa.
Donc je l'explique en introduction, l'écoféminisme, c'est pas qu'un mouvement militant, c'est avant tout un mouvement philosophique, puisqu'il cherche à remettre en question le paradigme de la modernité occidentale, qui est fondé sur la dualité nature-culture. Donc voilà, de nombreux penseurs de la colonialité, donc d'Achille Mbembe à Hannibal Quijano, ou encore la philosophe jamaïcaine Sylvia Wynter. Donc ils ont tous montré que c'est cette dichotomie fondamentale nature-culture qui a permis de justifier idéologiquement tous les systèmes de domination modernes, puisque selon cette dichotomie, l'homme blanc européen serait l'incarnation par excellence de l'état de culture. Et donc il serait, de ce fait, le seul à jouir du plein statut de personne et des droits qui y sont associés. En revanche, tous les autres êtres vivants, qui sont relégués à l'état de nature, donc la terre, l'eau, les animaux, mais aussi les femmes, les peuples non européens, non blancs, bien, tous ces êtres sont réduits au statut de choses, et donc ils sont potentiellement possédables et exploitables. Du coup, pour pouvoir imaginer des futurs qui seraient purgés de toutes ces logiques d'exploitation, il ne suffit pas de se jeter corps et âme dans la lutte contre le racisme, le colonialisme, l'écocide. En fait, tout ça, ce sont finalement des symptômes d'une crise qui est en réalité idéologique. Donc il faut aller à la racine, à la source de ce paradigme et en fait désactiver toute cette cosmovision qu'est la modernité occidentale avec donc ce paradigme fondateur de la suprématie de la culture sur la nature. Et donc dans cette tâche, les peuples autochtones, notamment les peuples autochtones de la Caraïbe, je pense qu'ils nous montrent la voie en fait. C'est-à-dire qu'ils nous rappellent qu'une autre relation est possible entre l'humanité et le vivant non humain. Une relation qui serait faite de respect, d'obligations réciproques entre une terre et une communauté humaine. Voilà, et du coup, c'est dans cet horizon que s'inscrit le roman, La prophétie des sœurs serpents, puisque j'ai cherché vraiment à mettre en scène ces 4 jeunes femmes qui luttent pour la terre, qui luttent avec la terre et qui sont vraiment enracinées, toutes les 4, dans leur savoir, dans les savoirs éco-poétiques de leur peuple, qu'ils soient kalinago, africains ou même bretons. Et donc ces 4 protagonistes, elles illustrent le fait que le savoir, il ne se situe pas uniquement dans les livres, il est aussi dans les cycles des saisons, dans la mémoire de la forêt, dans la mémoire des rivières, et finalement que la libération des femmes, la libération des peuples colonisés et la libération de la terre sont indissociables. Et ça, quand on regarde l'histoire de la Caraïbe, on voit que les luttes anticolonialistes et anti-esclavagistes, depuis 3 siècles, elles ont toujours très clairement articulé cette vérité-là. Ils l'ont très clairement mise en pratique. Donc je vous ai mis un petit extrait du roman qui illustre en fait cette pensée éco-poétique, éco-féministe. Et donc c'est le personnage Kalinago de Nonum qui s'exprime et qui parle de Katalou. Donc Katalou, c'est qui? En fait, c'est... comment? C'est l'équivalent de breton. Oui, tout à fait. Ah ben vous l'avez lu? Oui. Donc c'est en fait le personnage du père Raymond Breton, le fameux missionnaire, qui dans le roman se fait renommer par les Kalinago, puisqu'il a cette manie de vouloir tout renommer dans sa langue, en français. Il demande voilà comment ça s'appelle. Ben, les Kalinago en retour décident de le renommer lui, et donc il l'appelle Katalou, ce qui veut dire tortue, puisque comme je vous l'ai dit, les Kalinago, et c'est réel, trouvaient que les Européens ressemblaient à des tortues à cause de leurs vêtements très encombrants et inadaptés au climat tropical. Donc elle dit « Je ne crois pas que Katalou sera jamais capable de vraiment comprendre notre langue. Il ne comprend pas que ce ne sont pas nous qui nommons les plantes et les animaux, mais que ce sont eux qui nous murmurent leurs noms. Il n'entend pas les 1001 histoires que conte la pluie quand elle crépite sur les feuilles de bananier, ni celles que charrie le chant des siffleurs à la tombée du jour. La langue des Plancés est si frustrante. Il n'existe aucun mot pour dire Atabalita, le ciel bleu clair des jours de chaleur sèche, celui qui fait se sentir libre et heureux quand on le contemple. Aucun mot pour dire tout bouilli, la forme que prend l'écume sous la pirogue voguant à toute allure, celle qui indique
que le voyage est béni par les esprits de l'océan. Parfois, j'ai l'impression que le langage des Plantsé est un tombeau dans lequel on entasse les mots comme autant de choses mortes. Mais à quoi donc sert une langue si elle fige le monde au lieu de transmettre son mouvement ? Donc on va terminer sur cette dernière partie. Donc le deuxième mouvement philosophique dans lequel s'inscrit le roman, qui est l'afrofuturisme et plus précisément le caribéano-futurisme. Donc comme vous le savez, le roman il est structuré autour d'une intrigue de voyage temporel, donc une intrigue fantastique. Et pourtant, lorsque je présente ce roman comme un roman afrofuturiste ou caribéano-futuriste, je constate souvent que ça crée la surprise. Et les gens se demandent en fait tout simplement mais comment un récit historique pourrait aussi être futuriste. C'est un peu contradictoire. Hein. En réalité, ça ne semble contradictoire que si on ne connaît pas ce qu'est le genre afrofuturiste, puisque il n'est pas anodin que le roman le plus célèbre de Octavia Butler, qui est une écrivaine afro-états-unienne considérée comme la papesse du genre afrofuturiste, ce roman, c'est Kindred, qui est donc sorti en 1979, et qui est en fait un récit assez proche du mien, enfin en tout cas dans ses prémices, puisque ça raconte le voyage temporel d'une femme noire des années 1970 qui se retrouve propulsée dans le Maryland esclavagiste du début du 19e siècle où elle va rencontrer son ancêtre. Donc, de manière peut-être encore plus parlante, et même dans ces romans, on va dire plus classiquement futuristes, SF, Octavia Butler a une fascination très claire pour l'histoire. Et cette fascination, elle prend même parfois des atours mystiques. Je vous donne un exemple qui est celui de la parabole des talents. Un ouvrage qu'elle a publié en 1993 et qui est, je pense, son roman de science-fiction dystopique, post-apocalyptique le plus bouleversant. Et je vous recommande de le lire d'ailleurs, parce que ce roman se passe, donc elle l'a écrit en 1993, mais ça se passe en 2024, et ça ressemble très 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 étrangement à ce qu'on est en train de vivre. Donc elle prédit l'élection d'un président dont le slogan est je crois que c'est Make America Great Again, à quelques mots près. Enfin vraiment c'est troublant, c'est frappant, et elle décrit en fait un monde qui est complètement ravagé par la crise écologique, par l'effondrement écologique, par l'épuisement des ressources naturelles, et surtout par un capitalisme débridé qui devient intensément sauvage, avec donc des méga cités États protégées par des entreprises, avec des milices, et voilà, donc les personnes qui peuvent payer ou qui se vendent leurs services à ces entreprises en échange de sécurité, hein, parce que du coup l'esclavage revient en vigueur dans cet univers-là. Donc on a des personnes qui acceptent de travailler sans salaire en échange de la protection des milices de ces cités. Et puis on a toutes les autres personnes qui sont donc les pauvres, les parias, les prolétaires, et qui se retrouvent hors des cités-États et livrés à eux-mêmes, livrés à la violence la plus terrible. C'est un peu Mad Max en fait, pour ceux qui connaissent ce film, voilà. Mais c'est décrit avec un... Pour moi, ce livre, il est prophétique en fait, et vraiment, lisez-le. Ça peut être assez déprimant, mais je pense qu'elle donne aussi beaucoup de clés très concrètes sur comment se préparer à ça, en fait. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la survie. Et la survie, ça dépend de quoi? De la communauté. Voilà. Donc, parenthèse fermée sur ce roman, mais non, quand même, l'héroïne, en fait, de ce roman, c'est une adolescente, du coup, qui tente de survivre à cet ensauvagement généralisé et qui va fonder une religion mystique qui est adaptée à ce nouveau monde complètement chaotique. Et l'un des préceptes de cette religion, c'est « To survive, know the past, let it touch you ». Ce qui veut dire « Pour survivre, connais le passé et laisse-le te toucher ». Donc on voit vraiment très clairement ce lien permanent entre passé et futur. Du coup, au final, pour moi, l'afrofuturisme littéraire, il se définit moins par le cadre temporel de ces récits que par l'horizon politique qui les infuse, c'est-à-dire un horizon de libération collective.
Et donc depuis ses fondements, hein, ce genre littéraire et artistique n'a cessé d'invoquer le passé des diasporas noires, en faisant résonner leurs échos historiques d'exil, d'oppression, de révolte, avec ceux des luttes du présent et du futur. Et tout cela avec donc l'ambition constante d'exhumer du terreau ancestral les graines qui sont à même de fertiliser nos propres imaginaires de la résistance. Donc vous l'aurez compris, hein, l'afrofuturisme est plus qu'un genre littéraire et artistique, c'est un courant philosophique qui est centré sur l'expérience historique des communautés afro-diasporiques. L'émancipation qui est prônée par l'afrofuturisme, elle ne vise pas uniquement les systèmes de domination qui sont issus de l'hégémonie européenne, donc le colonialisme, le patriarcat, le capitalisme racial, l'écocide, etc. Cette émancipation, elle vise aussi et surtout le socle idéologique sur lequel reposent ces systèmes de domination. Et ce socle idéologique, c'est, encore une fois, le paradigme de la modernité occidentale dont on a déjà parlé précédemment avec l'écoféminisme. L'afrofuturisme, il subvertit notre conception même du temps, puisqu'on sait que la conception linéaire du temps, c'est pas une idée universelle en fait, hein, c'est une idée qui appartient à la cosmovision occidentale, et dans de nombreuses autres cultures, notamment africaines, asiatiques, autochtones américaines, le temps il est conçu comme circulaire. Et le passé, le présent, le futur agissent en permanence les uns sur les autres dans toutes les directions. Donc là, je vous ai mis John Mbiti, qui est donc un philosophe kényan considéré comme le père des études théologiques africaines, avec notamment ce livre de référence African Religions and Philosophy, qui est sorti en 1969. Et en fait, il analyse dans ce livre la figure de l'ancêtre au regard de la conception de la mort et du temps qui fondent les cosmovisions d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Donc les cultures swahili principalement. Et il nous explique donc que dans cette culture, on n'a pas de passé, présent, futur. On a en fait uniquement deux dimensions. La dimension du présent, qui est une dimension matérielle, la dimension Sasa, dans laquelle on a en fait à la fois le présent et le passé récent, c'est-à-dire qu'on a les vivants qui évoluent dans cette dimension, mais aussi les ancêtres dont on se souvient encore parce qu'on leur offre des libations, on connaît leur nom, etc. Donc, tout ce petit monde-là évolue en fait dans la même dimension, la dimension physique, Sasa. Et puis, on a une deuxième dimension qui, elle, est métaphysique et qu'on appelle la dimension Zamani. Et cette dimension-là, c'est celle du monde primordial, du monde illimité, atemporel. C'est une dimension qui est inconnaissable par les humains. Et du coup, les ancêtres, ils jouent justement ce rôle d'intercesseur, parce qu'eux ont accès à cette dimension Zamani. Et donc, ils peuvent se faire les messagers des demandes des vivants. Ils peuvent se faire les messagers de vision, de rêve, d'avertissement. Ils servent un peu d'intercesseurs entre ce monde inconnaissable et le nôtre. Donc cette conception circulaire du temps, elle se retrouve aussi dans le concept philosophique du Sankofa, que vous connaissez sûrement, qui est issu de la civilisation Akan, donc au Ghana et en Côte d'Ivoire, et qui signifie littéralement qu'il faut se tourner vers le passé pour pouvoir créer le futur. Voilà, donc c'est généralement représenté sous la forme d'une oie qui porte un œuf, hein, qui représente le futur, mais elle porte cet œuf sur son dos, qui représente le passé. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment ce que met en récit en fait la prophétie des sœurs serpents, puisque, comme je vous l'ai dit, l'héroïne contemporaine Naïla, elle doit voyager vers le passé pour sauver sa propre époque. Et de manière générale, le roman entrelace en permanence les différentes timelines. Donc, on a l'impression que les événements du XVIIe siècle et ceux du XXIe siècle se produisent en même temps et agissent les uns sur les autres. Donc, ce que je voulais dire aussi sur l'afrofuturisme, c'est qu'il subvertit donc non seulement notre conception du temps, mais aussi notre définition de la technologie et du progrès, qui sont tout sauf des concepts neutres. Hein, parce que qu'est-ce qui constitue une technologie? Et surtout, qui décide de ce qui est ou non une technologie? On voit bien que ce sont généralement des concepts qui sont assez eurocentrés, et qui décrivent les peuples non européens comme primitifs parce que dénués de technologie. Et donc dans la prophétie des sœurs serpents, le personnage principal, Naïla, elle va voyager dans le temps grâce non pas à un vaisseau quantique, spatial ou je ne sais pas quoi, mais grâce à des objets mystiques Kalinago.
en l'occurrence des roches gravées, et aussi un arbre fromager qui abrite un portail temporel. Et finalement, ce que j'essaie de dire sans le dire, c'est que ce sont des objets mystiques, certes, mais on peut dire aussi que ce sont des technologies, en fait, des technologies autochtones Kalinago. Et un autre exemple de ça, que je trouve très intéressant, vient de la nouvelle Binti, de l'autrice nigériano-états-unienne Nnedi Okorafor, qui est sortie, je crois, en 2018, enfin dans ces eaux-là, c'est assez récent. Et donc en fait, on suit les aventures galactiques d'une jeune fille qui est issue du peuple Imba. Je vous ai mis une photo à droite. Donc le peuple Imba, c'est un peuple autochtone de Namibie, d'Afrique australe, qui est l'un des derniers peuples en Afrique à vivre de manière traditionnelle, de manière pastorale. Et donc dans le roman, en fait, l'héroïne Imba, elle voyage dans un vaisseau spatial, elle vit des aventures intergalactiques de fou, elle se bat contre des extraterrestres, et en fait, elle a pour arme de prédilection non pas un pistolet laser ou un sabre laser à la Star Wars, mais un objet Imba ancestral, que donc dans le roman, hein, au début du récit, on voit qu'en fait des ethnologues européens qui avaient découvert cet objet l'ont enfermé dans un musée en disant que c'est un artefact traditionnel. Mais en fait, ils ne savaient pas quel était le vrai usage de cet objet. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation. Et je vais juste finir sur le message général du roman, hein, qui est que en fait, j'ai voulu nous inviter collectivement à imaginer le futur, ses technologies et ses horizons de libération, en partant de notre histoire et de nos mondes conceptuels propres. Et je crois en fait qu'on ne peut pas faire plus radical à notre époque, hein, qui est marquée par de multiples crises, et où nous avons tellement besoin de décoloniser nos imaginaires, de renouveler nos utopies en partant de nous-mêmes, en partant de notre non-non. Et donc je vais terminer en vous lisant un extrait du roman. Il n'a jamais été question de gagner le combat, mais de le mener. Car malgré tout ce qu'on y sacrifie, c'est à travers lui que nous naissons à nous-mêmes, à travers lui que nous nous révélons. Tel est le véritable legs de la femme serpent, réveiller nos mémoires endormies, celle qui, face à l'ennemi gigantesque, avait oublié la force du petit. Merci beaucoup. Beaucoup pour votre attention et je voulais juste préciser pour les personnes qui souhaitent se procurer un exemplaire du livre, vous pouvez bien sûr aller dans votre librairie habituelle et le commander. Et sinon, si vous voulez être sûr d'avoir un exemplaire en stock, rendez-vous à la Casa Bulle, qui se situe au centre-ville de Fort-de-France, puisqu'ils avaient fait un réassort spécifiquement pour l'événement. Malheureusement, on a appris à la dernière minute que les ventes de livres n'étaient plus possibles ici. Comment ? Les ventes de livres, oui, ne sont plus possibles depuis peu aux archives, enfin, dans les bâtiments de la CTM. Mais voilà, la Casa Bulle a un stock, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Isis pour cette présentation, démonstration magistrale, hein, c'est ça, qui montre qu'on est bien loin d'un simple roman historique. Hein. C'est clair que voilà, il y a eu un énorme travail derrière et que tous vos travaux, votre passé académique, vos travaux de recherche sous-tendent effectivement et ont permis on nourrit ce premier travail, ce premier roman, hein, c'est ça, mais qui sera suivi sans doute, voilà, hein, donc ça donne envie de le relire maintenant, en ayant intégré même tous les aspects, justement, voilà, de toutes ces thématiques philosophiques transversales aussi que vous avez voulu y injecter. Et donc, voilà, la parole est à la salle et aux questions que vos auditeurs, enfin vos téléspectateurs, tout ce qu'on veut, voilà, auraient envie de vous poser. Il y en a peut-être déjà qui avaient lu aussi le roman et qui ont envie de partager, en tout cas, un témoignage avec Isis. Donc, ne soyez pas timides. Oui.
d'abord, merci pour cette présentation très intéressante. Moi, j'ai une question par rapport au titre. Pourquoi la prophétie des sœurs, ça tu l'as bien expliqué, des serpents? Pourquoi serpents? Alors, c'est une question qu'on me pose systématiquement en Martinique, quand je fais des présentations du livre en Martinique. Et parfois, alors je ne dis pas que c'est ton cas, mais parfois même souvent, c'est un peu teinté de peur dans la bouche de la personne qui la pose. Oui, parce qu'on sait que le serpent, c'est un animal qui fait l'objet d'un certain rejet, en fait, dans la culture, dans l'imaginaire antillais, traditionnel. Et en fait, c'est cette peur-là que j'ai voulu interroger, parce que c'est une peur qui prend racine dans le mythe judéo-chrétien du serpent, dans la Genèse, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que en tant qu'Antillais, on est vraiment à la croisée de plusieurs cosmovisions, de plusieurs cosmogonies. Donc on a certes la Genèse, avec ce serpent diabolique, mais on a aussi, dans le vaudou, par exemple, on a un serpent qui est en fait une déité, par exemple dans Balawedo, qui est donc le loi de la fertilité, de la pureté. C'est un loi très bienveillant et qui est représenté souvent par un serpent arc-en-ciel. Donc en fait, on a vraiment cette espèce de conflit qui est enraciné au cœur de notre psyché et qui montre bien cette espèce de tension, de contradiction coloniale, de ne pas savoir finalement qui sommes-nous entre ces deux influences qui se livrent une bataille en fait. Ces deux archétypes qui se livrent une bataille en nous. Et avec ce livre, j'ai tenté de donner un peu une indication, j'espère, dans quelle direction il faudrait aller. Et pourquoi cette peur du serpent, c'est peut-être finalement une peur de nous-mêmes en fait, une peur de notre propre puissance, une peur de ce qui en nous a été diabolisé après des siècles d'évangélisme colonial très violent, qui s'est fait par le fouet, qui s'est fait par la terreur. Donc, qu'est-ce que cette peur du serpent dit vraiment ? Et en fait, dans beaucoup d'autres traditions mystiques, encore une fois, et même en fait dans la tradition biblique, mais pas dans ce christianisme colonial qui a été inculqué à coups de fouet, mais plutôt dans un christianisme des premiers temps de l'époque chrétienne, avant que le christianisme devienne cette religion oppressive, en fait, cette religion d'État. Dans l'ésotérisme chrétien, on avait aussi cette idée que le serpent représentait en fait l'éveil, l'initiation. C'est aussi la même chose dans l'hindouisme, dans les textes védiques, la Kundalini. Voilà, on a vraiment dans beaucoup de traditions, cette association du serpent à l'éveil mystique, l'éveil spirituel et l'éveil de la puissance. Donc, pour répondre précisément à ta question, ces 4 jeunes filles, ces 4 sœurs serpents, oui, elles sont sœurs. La prophétie en fait des sœurs, et être sœur, c'est pas sans friction, c'est pas sans conflit. La sororité, c'est un verbe, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Donc elles vont apprendre à pratiquer ce verbe, et elles sont sœurs serpents parce qu'elles ont toutes les 4 un pouvoir mystique qui fait qu'elles sont rejetées d'une manière ou d'une autre, ou qu'elles se rejettent parfois elles-mêmes, qu'elles se sentent différentes. Donc elles vont devoir apprendre à pas à apprivoiser, mais à canaliser en fait ce pouvoir, et elles vont se rendre compte que c'est grâce à ce pouvoir qu'elles peuvent libérer leur communauté, libérer leur île. En fait, c'est pas une malédiction, c'est un don, et elles doivent l'utiliser. Oui. Bonsoir. Alors, j'ai 2 petites questions. La première, parce que c'est pas très clair pour moi. Je voudrais savoir si les 4 sœurs, du coup, sont dans la même temporalité, où leurs temps se croisent, se suivent. Et la deuxième chose, est-ce qu'il y a une morale à la fin? Sans la dévoiler, mais y en a-t-il une? Alors, la morale, elle est là, juste ici. Et dans tout ce que j'ai partagé tout au long de cette présentation. Et alors, on a 3 des protagonistes qui vivent au XVIIe siècle, en 1658. Donc le personnage Kalinago, Nonum, le personnage africain Yoruba, qui s'appelle Funmilayo, et le personnage de l'engagée bretonne, qui s'appelle Rosen. Et la 4e protagoniste, Naïla, elle vit en 2016, c'est une adolescente contemporaine.
On la voit entre 2016 et 2020, puisque il y a, bon, je ne vais pas spoiler, mais voilà, vous savez, il se passe quelque chose en 2020 en Martinique, donc c'est présent dans le roman. Et du coup, c'est elle qui va se retrouver à faire un voyage vers le passé et qui va donc faire la rencontre des 3 autres protagonistes. Et elles vont toutes les 4 être réunies en fait et mener un combat ensemble. Bonsoir Madame Labocaberia. Alors, je dois dire à quel point je suis ravi. Je suis Rodolphe Solberg, je suis enseignant-chercheur en études postcoloniales. Et donc vous êtes sur mon terrain. Et votre roman témoigne de ce que la littérature est une arme miraculeuse. Parce qu'effectivement, vous concrétisez dans le texte toutes les avancées produites par le champ des études postcoloniales depuis une 50aine d'années. Alors, je voudrais un séminaire pour parler de votre roman. Donc, je vous félicite, je me permets de vous féliciter au titre de mes cheveux blancs et au titre de ma connaissance du champ des études postcoloniales. Et donc, je dois dire que j'étais enchanté par la lecture de ce roman et qui répond à la demande sociale de savoir nouveau sur notre passé et puis de croyances et de philosophies qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais qui doivent être réinvesties dans le présent pour préparer le futur, pour sauver notre futur et certainement sauver la planète. Donc j'aurais beaucoup à dire, mais ça pour une autre fois. Mais alors, votre travail me fait penser à celui de Carol Phillips, écrivain anglo-criticien, qui a écrit Cambridge, qui est un discours sur l'écriture de l'histoire et qui, comme vous le faites, apporte une abrogation des frontières entre les disciplines, entre la fiction et l'écriture de l'histoire. Et puis une écrivaine qui lui est très chère, qui est Ramabai Espinette, qui a écrit Le Pont suspendu, et qui, comme votre roman, est un polysystème culturel, un polysystème linguistique caribéen, alors autour de l'indianité. Et donc, je m'étais promis d'écrire une étude comparée entre votre roman et Le Pont suspendu de Ramabai Espinette, mais entre-temps, il y a eu une destruction de statues et je me suis retrouvé embarqué dans l'écriture d'un ouvrage sur cette destruction de statues. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer et d'avoir pu lire votre roman. Et une de mes doctorantes, d'ailleurs, l'a intégré à son corpus de recherche sur la littérature caribéenne féminine contemporaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comment s'appelle l'écrivain de Saint-Kitts? Carol Phillips. Carol Phillips. Carol Phillips. Et il a écrit Cambridge, qui associe un récit de voyage, une chronique écrite par un planteur et un slave narrative. Et en fait, ce roman est un discours sur l'écriture de l'histoire et de la fiction. Merci beaucoup. Et puisqu'on a beaucoup parlé de statut ce soir, je voulais juste vous informer, vous rappeler que les jeunes activistes martiniquais et martiniquaises, qui sont majoritairement des jeunes femmes d'ailleurs, qui donc avaient participé au déboulonnement des statues coloniales en 2020, ont été donc inculpés par la justice. Et ce procès va se dérouler au mois de novembre, donc les 5, 6 et 7 novembre, si je me rappelle bien. Voilà, donc je pense que c'est important de suivre de près ce procès, qui est un procès politique, puisqu'on sait qu'il y a eu des déboulonnements. En fait, le déboulonnement en Martinique a donné le coup d'envoi à toute une vague de déboulonnement mondial aux États-Unis, à Puerto Rico, en Angleterre, aux Pays-Bas, etc. On a assez peu rappelé le rôle de précurseur de la Martinique. Et dans le monde entier, en fait, pendant toute l'année 2020, on a eu des débats d'histoire, des débats de politique sur voilà, quel est le sens de la mémoire, quel est le sens de ces statuts coloniales dans l'espace public, comment est-ce qu'on peut décoloniser l'espace public, etc.
Et pourtant, donc, ces activistes dont le geste était un geste politique, qui était voulu comme une interpellation sur une certaine inertie, a été dépeint par beaucoup de médias, etc., comme un vulgaire geste de délinquance, de vandalisme, alors que c'est un geste qui a fait en fait l'objet d'études de sciences sociales, etc. C'est un geste qui méritait d'être analysé et qui a en fait été criminalisé. Voilà. Et pas que les médias. Et pas que les médias. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une... Oui. Bonsoir, juste un petit témoignage, parce que j'ai eu cette chance de lire votre livre, juste pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui transportent, qui permettent d'aller dans les époques, on est vraiment dedans. Et c'est vrai que les 4 personnages permettent de prendre le pouls de ce que ça peut être que de vivre une époque compliquée. Parce que c'est d'abord ça, le début, me semble-t-il, de l'histoire. Elles sont dans des problématiques assez profondes. Et ma question, c'est et la suite. Qu'est-ce que vous avez Parce que vous avez permis de nous évader et de nous... comment dire, tu n'es pas que l'évasion, c'est aussi une réflexion. Mais après cette réflexion-là, qu'est-ce que vous proposez pour la suite? Voilà. Alors la suite, elle est très prolifique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de projets sur le feu, plusieurs projets qui sont déjà signés en maison d'édition, mais qui ne sont pas encore nécessairement rédigés. Donc là, j'ai du pain sur la planche pour les 5 prochaines années au moins. Et le prochain projet le plus immédiat, c'est un essai qui va sortir au mois d'avril 2026, si tout va bien, donc aux éditions Grasset, et qui est un essai d'histoire et de philosophie politique, qui est vraiment dans la continuité de la prophétie des sphères serpents, mais qui va plus en profondeur dans toutes ces thématiques, puisque cette fois c'est un essai. Après, ça reste un essai à ma sauce, c'est-à-dire que c'est un essai académique, mais en même temps pas du tout académique, qui inclut beaucoup de poésie, beaucoup de réflexions spirituelles, beaucoup d'histoire intime aussi, d'histoire de ma propre famille, de ma propre quête généalogique, puisque je parle beaucoup de l'une de mes ancêtres esclavisés, dont mon père ici présent, qui est féru de généalogie, a retrouvé l'acte d'affranchissement, et aussi de l'une de mes ancêtres engagées indiennes, qui était sur le tout premier bateau, le tout premier convoi arrivé le 6 mai 1853, le bateau L'Aurélie. Donc j'ai eu la surprise très émouvante de retrouver en fait la trace de cet ancêtre sur ce bateau. Voilà, donc c'est vraiment une réflexion assez large qui part de cette notion de colonialocène dont j'ai parlé aussi ce soir, qui est cette idée que aujourd'hui nous vivons une apocalypse, l'effondrement écologique, la fin du capitalisme, etc. Mais nous venons de lignées de personnes qui ont survécu à une apocalypse, en fait. La colonisation et l'esclavage ont été une apocalypse, et nos lignées se sont rendues maîtresses dans l'art de survivre. Donc aujourd'hui, il nous faut renouveler nos imaginaires politiques pour pouvoir faire face à cette crise qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, puisque notre existence même en tant qu'humanité, en tant qu'espèce, est menacée. Et peut-être qu'en fait, il faut se tourner vers ces savoirs ancestraux de survie, de résistance, pour pouvoir refonder ces imaginaires futuristes. Voilà, c'est la thématique du roman, de l'essai, pardon, en quelques lignes. Oui, j'arrive. Bonsoir. Je n'ai pas de questions. Je veux surtout vous féliciter et vous dire justement pour vous nous honorer par votre travail consciencieux, scientifique et plein de ce que vous êtes et de ce que nous sommes en tant que femmes. Merci beaucoup.
applaudir on a su captiver l'auditoire. Voilà, c'était une très très belle initiative. Merci. Merci Christian de l'avoir proposé à nouveau. Et tu veux finir voilà. Non, juste pour dire, je suis impressionné. Et en même temps, ça me rassure, ça me fait du bien dans mon imaginaire. Mais la jeunesse martiniquaise, c'est elle. Je suis content parce que je serais vraiment heureux que d'autres comme toi reprennent le flambeau pour s'enraciner dans notre histoire, la vraie. Et effectivement, peut-être que c'est la solution à la crise actuelle. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans un voyage imaginaire, avec des croyances que nous avons plus ou moins vécues ou entendues, elle fait passer des messages scientifiques, elle aborde l'histoire, ça donne envie d'aller plus loin dans l'histoire de nos pays, l'histoire coloniale. Et en même temps, tout le travail est basé sur ces recherches scientifiques. Tu avais dit qu'on est ennuyé parce que ça concerne une thèse, mais je t'encourage vivement à transformer ce travail dans 5 ans à une thèse qui mérite d'être connue. Et là encore, je voulais aussi mettre en avant cette jeunesse, féliciter papa Caberia, qui t'a donné cet amour de l'histoire, ta maman aussi qui est dans la salle. Bon, tout ça pour dire que le pays vit et le combat n'est pas perdu. Je pense que d'autres camarades, d'autres étudiantes, d'autres historiennes devraient, comme toi, prendre le flambeau, mais surtout diffuser ça. Et c'est ça le plus important. Parce qu'au départ, je ne suis pas sûr que tout le monde avait derrière la prophétie des sœurs serpents imaginé le contenu scientifique. Et c'est ça, c'est encore peut-être une astuce que tu as utilisée. On va y aller en pensant que c'est un voyage manuel, puis en fait, c'est du lourd. Voilà. Merci beaucoup, Isis, et félicitations. Attendez, il y avait une petite question. Alors deux. Attendez. On n'est pas tout à fait parti. Je vois mademoiselle et ensuite au fond. D'accord. Oui, tiens. Bonsoir. Dans un premier temps, je voulais vous remercier parce que... vous m'entendez pas? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je voulais vous remercier parce que je ne sais pas si vous réalisez à quel point votre roman il est inspirant et il permet, en tant que jeune femme, en tout cas, de se retrouver à travers un livre et j'ai trouvé vraiment ça passionnant. Et dans un second temps, ma question c'était est-ce qu'au niveau des podcasts, vous comptez reprendre un petit peu parce que c'était vraiment très intéressant sur toutes les thématiques que vous avez abordées. Et, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors, merci beaucoup. La question des podcasts, une autre question qui me harcèle littéralement. Il n'y a pas une semaine, sincèrement, il n'y a pas une semaine qui passe où je ne reçois pas un message sur Instagram ou autre de quelqu'un qui me dit quand est-ce que vous reprenez le podcast. Et vraiment, j'aimerais beaucoup reprendre le podcast, mais c'est un travail monumental que je faisais toute seule. Je m'occupais des recherches, de la rédaction, de l'enregistrement, le montage, la post-production, la communication. C'était vraiment passionnant, mais j'ai fait ça concrètement en 2020-2021 quand j'étais dans mon petit confinement Covid. Aujourd'hui, je pense que si je le reprends un jour, c'est vraiment parce que j'aurai des financements en fait. Que j'aurai réussi à avoir des financements pour le faire. Et puis bon, l'écriture me prend aussi beaucoup de temps. Donc voilà, mais merci beaucoup pour le soutien, en tout cas ça fait très plaisir. Et le podcast est toujours disponible à l'écoute, il n'y a que 4 épisodes, là depuis 2021. Quelles étaient les thématiques alors de ce podcast? Alors donc c'est un podcast qui s'appelle La Griotte Vagabonde. Donc La Griotte Vagabonde c'est moi. Et je raconte l'histoire d'une manière qui mêle, un peu comme tout ce que j'ai raconté ce soir, d'une manière qui mêle archives, réflexion historiographique, anthropologique, etc. Et une dimension plus imaginaire. Donc en fait il y a des reconstitutions de scènes historiques, des mises en scène immersives, il y a aussi des extraits de poésie, des extraits de musique, d'artistes afro-diasporiques. Et donc 4 épisodes, 2 épisodes en fait en 2 parties chacun. Le premier portait sur l'histoire des esclavisés musulmans ouest-africains déportés dans la Caraïbe.
et en Amérique, aux Amériques. Une histoire qui est très méconnue, mais en fait, il faut savoir que les musulmans, les esclavisés musulmans, dans la mesure où ils étaient lettrés, étaient en fait souvent occupaient un rôle assez prépondérant parmi les communautés d'esclaves et ont occupé un rôle prépondérant dans les révoltes serviles. Donc que ce soit à la Jamaïque, aux États-Unis, même le camp des Keller à la Guadeloupe aurait eu donc un chef qui était, dit-on, musulman. Aussi au Brésil, la révolte des Malèches de 1835, qui est la plus grande révolte d'esclavisés, qui a fait complètement trembler la colonie et qui était donc menée par des esclavisés musulmans. Donc ça, c'était le premier épisode. Et le deuxième épisode porte sur le vaudou haïtien, et sur le rôle central que le vaudou haïtien a joué dans la révolution haïtienne et dans les résistances en fait serviles de manière générale. Voilà. Alors, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et aussi sur YouTube. Voilà. Même s'il me semble que j'ai reçu une notification récemment de YouTube me disant que l'un des épisodes allait être supprimé pour une question de droit sur les musiques. Et j'étais en plein dans la rédaction de mon essai, donc j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de ça, mais il faut que je m'occupe de ça. Voilà. Super, merci. Et donc on a une dernière question. Bonsoir et merci, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que vous convoquez des émotions qui sommeillent et qui ne demandent qu'à émerger. Christian parlait de la jeunesse. Moi, je vais au-delà parce que justement, la question peut se poser des liens qui peuvent se tisser à travers une lecture entre les personnes qui liront et qui ne vont plus se poser les choses ou se les représenter en termes de l'âge qu'on a, de l'expérience qu'on a, mais en fonction de l'accueil qu'on fait de ce qu'on lit, de ce qui se révèle à nous à travers la lecture et qui devient une évidence. Je veux parler de la nécessité que l'on a de transgresser, de piétiner et de renoncer au silence dont parle Fouillot, puisqu'il est indispensable de crier, de hurler et d'enfreindre les règles qui nous ont été imposées. Et le premier pas, c'est celui de la connaissance, de la lecture, de l'observation, qui aujourd'hui pose des enjeux fondamentaux en termes d'éducation et en termes de relais. Nous savons que le chemin à parcourir et le combat à gagner reste entier, à mener, reste entier. Et remettre au cœur du projet la nécessité de savoir est fondamentale. Merci pour ça, et je dis toujours que la vie sans savoir est une vie sans saveur. Parce qu'on sait bien la valeur que ce mot latin a donné au mot saveur et au mot savoir. On peut aussi revisiter la façon dont les civilisations qui nous ont précédées et dont nous sommes les héritiers évoquent la saveur et elles le font avec poésie, toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, ben, on attend l'essai, alors, en 2026. Ça donne déjà très envie de le lire et de le découvrir. Donc, n'hésitez pas à revenir, en tout cas. D'accord ? Merci encore, très bonne soirée à tous et à bientôt aux archives pour la poursuite du mois de la rentrée.